Be your own boss. Hello. Love yourself. Get up and dance. Level up. Level up, 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 level up. Alors, ici, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, mettez-moi des pouces en l'air. J'ai envie de voir des pouces en l'air pour voir comment vous vous portez. Alors, tac, tac, tac. Comme vous le savez, hein, vous savez bien, c'est l'émission du dimanche. Merci des pouces en l'air, des cœurs. On veut voir des cœurs, on veut des pouces en l'air pour voir comment vous allez. Voilà, vous le savez bien, c'est l'émission du dimanche où on reçoit des entrepreneurs, on reçoit des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont un destin, qui ont un parcours, qui ont vécu des choses importantes. On veut ça, on veut vraiment arriver, je veux dire, à s'identifier à ces personnes, des personnes qui nous ressemblent, des personnes, pas comme des personnes très loin où on s'identifie, mais on ne sait pas vraiment leur parcours, on ne sait pas vraiment se l'attribuer. Donc voilà, moi j'ai choisi sur ma plateforme de montrer un maximum de personnes qui ont réussi, entrepreneurs afro, en tout cas de la communauté afro. Vraiment très important pour moi de se rendre compte que voilà, nous avons le potentiel également dans notre communauté afro. Et voilà, nous devons mettre le bouchée double, nous devons nous inspirer, nous devons suivre les personnes, en tout cas, qui réussissent dans notre communauté pour aussi s'inspirer d'eux. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi une femme, donc une femme qui a décidé de créer sa marque, en tout cas il y a de cela 13 ans si je ne m'abuse. Elle a décidé de le créer en Afrique. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ce soir, on va parler de ça, on va parler un petit peu de son parcours, qu'elle nous raconte un petit peu au fait pourquoi elle est devenue entrepreneur et enfin plein de trucs, plein de questions. J'espère que vous avez également des questions à poser à notre intervenante. Si oui, sans plus tarder,
Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces en l'air. J'adore voir des pouces en l'air. J'adore vous voir que vous êtes en forme. J'aime bien. Comment s'est passée votre semaine? Dites-moi, on est là pour partager ensemble. Sans plus tarder, je vais prendre notre invitée pour qu'elle puisse se présenter. Voilà, voilà. Super, 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 super. J'adore. Yes, hello. Comment ça Bonsoir va? Déborah, ça va bien, merci et toi? Oh, ça va super bien. Je suis trop contente de te voir enfin parce qu'on a beaucoup parlé par message, mais on s'est Oui, jamais vu. Ça, c'est vraiment la magie d'Internet, hein. oui, on peut parler à beaucoup de personnes sans les avoir rencontrées et c'est vrai que ça permet de toucher plein de mondes différents. Ah, t'as plein de cœurs, c'est bien. Les gens sont là, Ouais, ils sont j'adore les présents. cœurs. Moi, j'aime beaucoup les cœurs. Donc, continue le public, mettez-moi des cœurs. J'adore les cœurs. Merci beaucoup. Alors, Je te comment remercie pour vas-tu, ton toi? invitation, Déborah, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Et comment vas-tu? Ta semaine s'est bien passée? Tout va Oui, bien? ma semaine s'est bien passée, le week-end aussi. Donc là, je travaille sur un projet plutôt manuel. Donc voilà, du coup, c'était une journée un Wow. peu chargée. Mais ça va, ça va, tout va bien. Tu vois, je Ah, suis à super. l'heure, je suis présente. Ouais, pile à l'heure. J'aime beaucoup ça. Moi, les gens qui sont à l'heure. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu puisses venir parler à notre communauté, pour parler aux personnes. Tu as réussi, tu as débuté ta carrière à 13 ans, si je ne me suis pas trompée. 7 C'est ans. bien. Hein? 7 Quoi? ans, en 2013. J'ai démarré en 2013. 2013, c'est ce que je... Voilà, c'est pour ça, je pense, la confusion. La Mais confusion. oh, c'est Voilà. pas grave, on va y revenir. Merci en tout cas pour m'avoir rappelé. Bon, je demande toujours à mes invités, quand ils arrivent ici, de se présenter et surtout de dire si c'est un animal, lequel il serait. Oui, Si c'était un ok. animal, lequel serais-tu? Alors moi, il y a énormément d'animaux que j'aime, dans lesquels je peux m'imaginer. Mais s'il y C'est en a ça. un, c'est l'oiseau. Alors lequel ça pourrait être voilà, tout ce qui est hirondelle, etc. Parce que je trouve que le côté nos frontières, le côté voilà, aérien, où tu peux circuler librement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, oui. En plus, là, si on doit reconnecter avec l'Afrique, l'histoire de la marque, etc., l'hirondelle, c'est un oiseau migrateur, donc qui fait des allers-retours. Donc, il y a cette il y a cette notion de voyage et de communauté aussi, parce que c'est ça. voilà, c'est un oiseau qui vit du coup avec d'autres, enfin, en groupe, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Après, il y en a vraiment plein d'autres. J'aime beaucoup C'est ça, il y a les plein. animaux. Donc, Allez, toujours difficile de faire un choix. Dis-nous encore un, peut-être que... Alors, un qui n'a rien à voir, ce serait plutôt tout ce qui est félin. Parce que moi, voilà, tout ce qui est. Voilà. Donc là, on irait plutôt du côté des lions, des choses comme ça, parce que voilà, c'est encore autre chose. Et c'est des animaux qui sont beaux. Voilà. Il y a ce côté un peu chasse, le côté un peu tout simplement domination au sens majestueux du terme, tu vois. Donc, ce sont des beaux animaux, en fait, tout simplement. Et. Ouais, c'est vrai. Voilà, le côté félin, j'aime bien. Le côté... Ouais. Après, voilà, dès que tu touches à la nature, soit tu es dans les airs, soit tu es ancré dans le sol, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à des animaux marins, tu vois, moi, ce serait soit les airs, soit la terre ferme, mais je dirais pas forcément dans l'eau, tu vois. Je pourrais pas être, je pense, un animal, voilà, un animal d'eau, je ne pense pas. Ouais, non, c'est bien. C'est bien aussi. Il y a beaucoup de candidats d'intervenantes qui se retrouvent aussi également dans le félin, comme on a dit, lion, pour les caractéristiques d'être fort et tout. C'est ça, la force de caractère. Puis c'est un animal qui est beau, qui inspire le respect. Charisme. Voilà, exactement. Il impose. Il est là. Alors, on va te demander maintenant de te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi, je suis donc Mathilde, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée en 2013. Je suis une Parisienne. Je suis née à Paris. J'ai des origines afro, donc du côté de mon père, plutôt du Zaïre, et ma maman est bretonne. Donc voilà, moi je suis métissée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça fait 7 ans donc je suis dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai plutôt eu un parcours classique, tu vois, consultante, voilà, gestion de projet, etc. J'ai fait un parcours vraiment en management des entreprises, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de sens. Et du coup, j'ai basculé en entrepreneuriat pour pouvoir concrétiser un projet qui me parlait davantage, qui est cette marque fabriquée en Afrique, en Éthiopie. Et donc, ça fait 7 ans que je développe ça depuis Paris, avec des allers-retours.
Et voilà, donc je vis toujours à Paris. Après, j'ai eu la chance, du coup, les 7 dernières années, d'énormément voyager. Là, ça fait un an que c'est un peu plus compliqué avec la situation. C'est le Covid, ouais. Mais voilà, pour le parcours, je dirais pro. Et c'est vrai que, en fait, j'ai évolué dans un milieu où, si tu veux, c'était pas prévu à la base, quoi. J'ai créé une marque de mode. En sachant que je viens d'un milieu qui n'est pas du tout lié à la mode, puisque j'étais plutôt dans tout ce qui était gestion de projet, etc. Donc, on ne s'y attendait pas et j'ai franchi le pas en apprenant en autodidacte. Voilà. Wow. On va en arriver. Hein. J'aime beaucoup ton parcours parce que, en effet, c'était pas prévu du tout, mais l'entrepreneuriat, comment c'était venu l'idée d'entreprendre, au fait? T'en avais marre du salariat ou quoi? Ou c'est parce que... C'est assez intéressant parce que je pense que l'entrepreneuriat, ça a été finalement ma porte de sortie naturelle vers quelque chose qui me procurait plus d'épanouissement et de sens. En fait, j'étais déjà dans mon parcours professionnel, j'avais déjà fait 4 ans de consulting banque assurance. Après, j'ai fait 3 ans dans une direction générale où finalement, tu sais, il y a un moment donné, tu fais ton job. Et tu peux aussi te poser des questions, de te dire, OK, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je m'éclate dans ce que je fais? Est-ce que je pourrais faire quelque chose qui me ressemble davantage? Et c'est vrai qu'à ces moments-là, je me suis posé ces questions-là et ça ne me correspondait plus et je ne croyais pas forcément trouver ce qui me convenait dans le salariat. Donc, du coup, je me suis dit, bah, OK, je vais créer le projet qui me correspond. Et ce projet-là, en fait, je l'avais depuis un moment en tête, si tu veux. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Voilà. Ça faisait déjà plusieurs mois, voilà, que je commençais à réfléchir dessus, que j'ai essayé aussi. J'ai fait des tests, si tu veux. C'est que avant de quitter mon job, vraiment mon dernier job, j'avais déjà fait des allers-retours. J'avais déjà commencé à aller en Éthiopie justement pour trouver des ateliers. Et c'est vrai que ce qui était, en fait, si tu veux, c'est plus le regard extérieur, parce que quand tu as une situation stable, voilà, tu as un job, tu gagnes bien ta vie, tu as des horaires plutôt cool, enfin voilà, tu vois, sur le papier tout est beau. Expliquer que tu vas quitter tout ça pour aller fabriquer des sacs en Afrique, tu vois, les gens ne comprennent pas forcément. Mais l'entrepreneuriat m'a permis finalement de concrétiser ce rêve, cette ambition finalement de créer quelque chose qui avait du sens pour moi. Ce qui avait du sens pour moi, c'était d'aller produire en Afrique pour créer de la valeur là-bas. Et surtout de le faire avec un produit qui était différent. Et du coup, l'entrepreneuriat, si tu veux, bon, ça fait 7 ans que je suis entrepreneuse et depuis que j'y ai goûté, je dirais que ça offre une liberté que je n'avais pas forcément envisagée. Tu vois, je ne me suis pas dit, je vais créer ma boîte. Il y a beaucoup de personnes qui créent leur boîte pour être libres, pour se sentir libre, parce que justement, dans le salariat, elles ne se sentent pas libres. Mais moi, ce n'était pas ça. C'était vraiment plus par rapport à l'envie de créer un projet qui finalement avait du sens pour moi. Et ça passait par l'Afrique, en fait. Voilà. Ouais, ok. Donc, moi, je comprends bien. Tu as eu longtemps l'idée et tu as décidé, en effet, c'était vraiment une porte de sortie pour pouvoir vraiment te révéler au jour et créer ta marque et apporter une valeur en plus pour les personnes au continent. Oui, c'est ça. C'était ça l'idée. Ouais. Ok. Donc, moi, ici, ce que je me dis comme question, c'est, OK, tu es congolaise et aussi bretonne. C'est ça. Comment ça se fait que tu décides d'aller investir Pourquoi en Éthiopie? Oui. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi Exactement. Ouais, c'est une question qui est tout à fait juste. En fait, si tu veux, moi, j'avais envie donc de créer en Afrique. Alors l'Afrique, c'est comme tu dis, c'est un continent. Hein. Tu vois, on a tendance, même nous, afro-descendants, on a tendance à... Voilà, on dit oui, l'Afrique, etc. Mais effectivement, c'est un continent qui est très riche. Moi, je voulais partir sur un produit, sur une marque qui faisait des choses différentes. Donc, je voulais partir sur de la maroquinerie, donc des sacs à main en cuir. Je voulais que ce soit fait là-bas. Et surtout, je voulais que la matière première vienne d'Afrique. Parce que si tu veux, le constat que j'avais fait, c'est que beaucoup de matières premières viennent d'Afrique, donc dans l'alimentaire, etc., et sont transformées ailleurs. Et là, l'idée, c'était de se dire, si je fais un beau produit autour de la maroquinerie, je veux que le cuir vienne de là-bas. Et c'est vrai que l'Éthiopie s'est présentée comme étant, finalement, c'était un choix pragmatique, si tu veux, rationnel, puisque l'Éthiopie,
C'est pas connu, hein. Moi, j'ai découvert ça aussi, si tu veux, en lançant mon projet. Mais c'est l'un des pays qui a le plus grand cheptel du continent africain et donc qui fournit déjà, si tu veux, le monde entier en peau et en poterie. Et voilà, et de qualité, si tu veux. Et c'est pas connu du tout. Et en fait, ce qui se passe en Éthiopie, c'est comme ce qui se passe pour beaucoup de choses dans l'alimentaire, c'est que les pays prennent les peaux, les matières premières, et puis vont fabriquer en Italie, vont fabriquer aux États-Unis, vont fabriquer en Asie, alors que la matière première, elle vient d'Éthiopie. Donc là, l'idée, c'était de se dire, la matière première, elle existe là-bas. Bon, bah, le plus simple, c'est de trouver des ateliers sur place et de faire fabriquer sur place. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, si tu veux, que je suis arrivée en Éthiopie. C'est un pays que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert, voilà, si tu veux. Comme je te disais, je travaillais encore quand j'ai commencé à faire mes démarches et mes recherches. Et c'est vrai qu'un jour, voilà, mon compagnon me laisse à l'aéroport. Et maintenant, il faut que je me retrouve, si tu veux, dans un pays où je ne connais pas la langue. Je ne connais personne. Je connaissais rien de l'histoire du pays. Et c'est vrai que ça m'a fait tout drôle, si tu veux, de me retrouver dans cet aéroport. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, bah maintenant que tu es là, il faut y aller. Donc voilà. Et c'est un pays que j'ai appris voilà, à découvrir, qui a vraiment une culture. Si tu veux, l'Éthiopie, moi, je connais plus l'Afrique de l'Ouest, qui est quand même assez connue, mais l'Éthiopie, c'est vraiment l'Afrique dans l'Afrique, quoi. C'est un pays qui a jamais été colonisé. Les Italiens ont fait une incursion, ont fait des tentatives, mais bon, voilà. Et donc, pas facile. Ouais, et en fait, ils ont une langue, tu vois, l'amharique, qui n'est parlée que en Éthiopie, bon, en Érythrée aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont leur propre alphabet, c'est quand même, c'est un autre monde, quoi. Un autre monde, ouais. Ah oui, c'est vraiment carrément. Un autre continent dans un continent, quoi. Et c'est ça, c'est assez... Parce que tu sais, par exemple, moi, la chose qui m'a le plus frappée quand on parle d'Afrique et quand on parle de mode, d'ailleurs, quand je dis que je fais des sacs en Afrique, la plupart du temps, on me répond « Ah, tu fais des sacs en wax ». Et du coup, par exemple, moi, une chose qui m'a frappée et que je n'avais pas forcément identifiée avant d'aller en Éthiopie, c'est qu'il n'y a pas de wax là-bas. Tu trouves pas de wax en fait. Et moi, si tu veux, quand je suis descendue la première fois de l'aéroport et que j'arrive, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment en Afrique? En fait, avec toutes les personnes qui étaient habillées, là-bas, c'est beaucoup les cotons tissés en blanc, etc. Et c'est pas quelque chose. Voilà, et quand tu penses à l'Afrique, tu penses pas à ce genre de textile. Tu penses au wax, à ce qu'on a l'habitude de voir partout à la télé. Et tu vois, typiquement, ça, c'est quelque chose qui tranche vraiment avec les idées préconçues que j'avais sur l'Afrique d'une manière générale, parce que je pense qu'on grandit. Enfin voilà, tous les afro-descendants qui vivent voilà, en France ou à l'étranger ont grandi avec des idées préconçues sur l'Afrique. Voilà, mais parce que c'est comme ça, enfin, de toute façon, on peut pas y échapper. Tant que c'est pas là-bas, et puis même les Africains entre eux, si tu veux, hein, d'un pays à un autre, ils ont tous des préjugés les uns sur les autres, donc c'est assez drôle quand même de discuter avec des locaux là-bas. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, hein, franchement, c'est... Moi, ce que je me dis encore une fois, c'est comment l'Éthiopie, au fait, qui t'a parlé de l'Éthiopie? Internet, c'est comment? Ou parce que... Oui, tu fais des recherches. Tu vois, en fait, moi, au début, j'avais commencé avec le Niger. J'avais commencé des recherches avec le Niger. Voilà, tu vois. Parce qu'ils font aussi des trucs, pays trucs, francophones, oui. Mais comme je te disais, en fait, quand tu fais des recherches, tu te rends vite compte que c'est l'Éthiopie, en fait, qui a vraiment ce savoir-faire, qui a des tanneries, qui exporte, qui fabrique déjà des choses. Alors après, tu restes sur un niveau... la difficulté quand tu bosses avec des ateliers africains qui ont d'autres priorités, si tu veux, que nous, à nos niveaux occidentaux, c'est tout ce qui est qualité, exigence, qualité. C'est là où tu as des choses un peu plus enfin, tu as du travail en fait, parce que tout simplement, voilà, ils sont pas au même niveau de qualité, ils n'ont pas les mêmes attentes que toi, et c'est à toi de les former, c'est à toi d'apporter le design, c'est à toi d'être exigeant, et ça te demande énormément de temps en fait. Mais pour toi qui n'as pas, pardon, mais pour toi qui n'a pas été formé, qui était autodidacte, comment est-ce que tu as pu gérer ça? Parce que les gens là, ils sont pas formés, mais toi, tu arrives et tu leur dis, faites-moi ça. Alors non, les gens sont pas. Quand je dis que les gens sont pas formés, je travaille avec des ateliers qui savent. Les ateliers savent faire de la maroquinerie, ils savent fabriquer. Mais toi, tu viens avec ton propre design et ton exigence de qualité. C'est-à-dire que quand tu fais un assemblage de pièces, il faut que ta couture elle soit droite, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit bien fixé. Enfin, tu vois, l'exigence, elle se passe au niveau des détails, au niveau des définitions. Donc,
là, comment tu fais pour sensibiliser les personnes? Déjà, tu passes beaucoup de temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps et mes productions. Combien de temps comme ça tu as Bah, si tu passé veux, quand tu fais une production, moi, ça m'est déjà arrivé de rester 8 semaines au tout début. Alors maintenant, moins, mais ça m'est déjà arrivé de rester 6-8 semaines sur place parce que alors moi, je travaille avec des boutiques, si tu veux. Donc, j'ai un réseau de distribution. C'est d'ailleurs avec eux que la marque vraiment s'est lancée au début. Ouais. Et du coup, bah, quand les boutiques elles te passent des commandes et que tu dois les livrer, si tu leur as montré un produit, il faut que tu leur livres le même produit. Puis surtout, elles t'ont fait confiance. Bref. Donc, de toute façon, moi, je pouvais pas m'amuser à leur livrer n'importe quoi ou à recevoir n'importe quoi. Donc, au début, le temps, ce qui était primordial pour moi, c'était de livrer de la qualité. Donc, j'ai passé énormément de temps dans les ateliers. Tu me demandais comment j'ai fait. Vraiment, je pense que tout simplement, c'était le fait d'être sur place et puis de sensibiliser les personnes au fur et à mesure, de dire que là ça va pas. Et je pense que c'est la partie la plus éprouvante en fait du business parce que dès que tu travailles avec des personnes qui n'ont pas la même culture que toi, qui n'ont pas les mêmes priorités que toi, qui n'ont pas la même notion de ce que c'est un délai, ce que c'est voilà, ce genre de choses, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. C'est à toi, c'est dans la communication en fait, tu crées une relation de fournisseur ou une relation même qui va plus loin que de fournisseur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les personnes, tu les engages sur ton projet, qu'elles comprennent que c'est une chance aussi pour elles. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand tu bosses avec des ateliers en Afrique, si tu tombes sur des bonnes personnes, les personnes en fait se rendent compte que oui, elles ont l'opportunité en fait de travailler et que tu leur amènes de l'activité parce que c'est vraiment ça le but de la marque, c'est justement de permettre à des personnes de travailler, de recruter du monde et de créer de l'activité sur place. Donc, soit tu tombes sur des personnes qui sont investies et qui ont envie de faire mieux, soit tu tombes, et ça c'est comme partout, et je pense que pour les personnes qui ont tenté de travailler avec l'Afrique ou qui connaissent l'Afrique, tu tombes aussi sur des personnes qui n'ont pas du tout cette sensibilité et qui ne sont pas investies, et du coup, bon bah voilà, il faut vite prendre des décisions, quoi. C'est ça. Mais comment tu as réussi à faire ton recrutement? Est-ce que c'est toi qui as fait ton recrutement ouais. ou Ouais. Bah, j'ai visité. En fait, là, c'est beaucoup de la rencontre. Hein. Tu sais, quand tu passes du temps, tu prospectes, tu fais des protos, tu valides, tu discutes. Ça marche comme ça. Et après, en fait, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais dans l'idée, oui, c'est du recrutement direct. Et en fait, si ta question, c'est de savoir si je suis passée par des agents ou autres, non, pas du tout. Non, je suis allée, je suis partie là-bas et j'ai prospecté. Ouais. C'est magnifique. Du coup, ok. Tu arrêtes ton travail ici, tu pars en Afrique ou tu travaillais encore à ce moment-là? Ou tu as pris tes congés pour Alors, aller faire... en fait, les premières fois, c'est ce que je t'expliquais, c'est que je prenais mes congés et je partais là-bas. Donc, j'ai fait ça pendant un an, si tu veux, ou pendant un an. Donc, la dernière année de mon poste, j'ai dû faire deux voyages, tu vois, là-bas. Et je suis venue avec des protos et à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je pouvais plus être dans mon poste où j'arrivais plus, tu vois. C'est ce que je disais, j'étais en recherche de sens. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, là, de toute façon, tu t'épanouis plus dans ton travail, ça ne correspond pas à ce que tu veux faire et tu as envie de faire autre chose. Donc, comme j'avais déjà réussi à faire quelques petits prototypes, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. J'ai négocié un départ avec ma boîte, quoi. Il y avait les ruptures conventionnelles à l'époque. Je pense que c'était peut-être plus souple, voilà. Donc, j'ai négocié ça avec mon entreprise et je me suis dit, OK, maintenant, j'ai un an, 2 ans pour mettre la machine en route. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà donc, des prototypes et le lendemain, donc moi, j'ai quitté mon job et le lendemain, j'étais déjà avec des protos à tourner dans les boutiques à Paris pour leur présenter les modèles. Et en fait, j'ai eu j'ai eu des commandes rapidement pour Noël. Alors que c'était pas prévu, si tu veux, moi, genre en octobre, tu vois, je commençais à tourner dans les boutiques. Et là, on me dit, bah, OK pour Noël, quoi. Donc, livraison novembre. Et moi, voilà. Alors que moi, en fait, dans mon idée, c'était pour une livraison en mars-avril, tu vois. J'étais un peu en mode cool, tu vois, on va y aller tranquille. Et en fait, non, les boutiques, elles ont beaucoup aimé les premiers produits, donc les premières collections. C'était des pochettes, enfin, c'était des produits assez simples, je dirais. Et en fait, c'est elles qui m'ont... Finalement, en fait, je me suis retrouvée un peu prise au jeu, si tu veux. C'est-à-dire elles m'ont dit, ah, OK, bah, nous, on veut ça pour novembre, quoi. Et moi, j'étais là, mais
Mais non, et déjà à l'époque, Mais si tu veux, ça, c'était 300, enfin, je sais plus, 300 ou 400 pièces. Et pour moi, c'était déjà genre énorme, tu vois. Je me mais suis oui. dit, mais comment, voilà. Et en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et il a fallu que je passe la première. Et voilà. Et du coup, là, tu te retrouves. Et après, tu réfléchis plus. Si tu veux, après, tu es en mode, voilà, tu es en mode, bah, ok, il faut produire. Automatique. Ouais, en tout cas, tu es dans l'action. Et à partir du moment où tu es dans l'action, déjà, t'as pas le temps d'avoir peur. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Et ensuite, comme tu dois prioriser, effectivement, comment dire, la priorité, c'était de livrer des choses de qualité. Tu vois, j'avais des boutiques qui me faisaient confiance. Je sortais un peu de nulle part. La marque, voilà, elle existait, mais elle avait pas. Enfin, tu vois, c'était la première commande, tu vois. Et donc, je me suis dit, OK, faut que les premières productions soient nickel. Et j'ai commencé à passer du temps là-bas. Mais ça a été aussi quelque chose de difficile dans le sens où, quand tu passes beaucoup de temps dans les ateliers ont tendance à croire que c'est normal, en fait. Donc, quand tu n'es plus là, ça n'avance plus de la même façon. Bah Voilà, oui. bon, mais ça, c'est un biais, c'est quelque chose que tu mets en place. Mais voilà, tu vois, si tu veux, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais peut-être un peu différemment. Voilà, je pense que je passerais un peu moins de temps dans les ateliers pour les obliger à être plus autonomes. Oui, voilà. Voilà, ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Au fait, ce que moi, je retiens dans ça, parce qu'au fait, le message aussi qu'il faut passer aux gens, c'est tu avais une idée en tête et ton idée, c'est ça qui t'a guidé et tu l'as fait. Même avec la pression du monde, il fallait faire et tu l'as fait. Tu vois, avec une idée, ça t'a permis d'aller droit au but, d'aller jusqu'en Éthiopie, réaliser ce que tu as à faire. Moi, je trouve ça spectaculaire parce que j'ai besoin de prévoir, j'ai besoin. Et toi, c'était. Bon, t'as prévu quand même un peu, mais je veux dire, mais c'est quand même. Il y a quand même beaucoup d'imprévus. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai suivi. En fait, à un moment donné, j'ai suivi mon instinct dans le C'est sens ça. où c'est vrai que, bon, moi, je vais pas te mentir, mais quand tu expliques à tes proches, moi, voilà, quand j'ai expliqué à ma famille, quand j'ai expliqué à mes amis que j'allais quitter mon job et que j'allais fabriquer voilà, des sacs, en Éthiopie, dans un pays où je connaissais une personne, c'est vrai que tu as quand même ce côté un peu, voilà, tu as quand même de l'inquiétude autour de toi. Et après, bah, c'est un peu toi et toi-même. C'est-à-dire que tu te dis, OK, est-ce que tu te donnes cette opportunité? Est-ce que tu saisis cette opportunité ou pas? Et moi, c'est vrai que j'étais dans un stade, j'étais dans un état d'esprit. Et puis, je pense que j'étais aussi à un âge, si tu veux, où je me disais, bah, c'est maintenant ou jamais. En fait, si je le fais pas aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans. Je dis pas que tu peux pas entreprendre plus tard. Mais là, c'était le moment. J'étais dans cette phase-là. Voilà. Donc, je me suis dit, au pire, et tu sais, c'est quelque chose que je dis aussi aux personnes que j'accompagne, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi des créatrices, tu vois. Et je leur dis, en fait, le pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tiens, au pire, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, au pire, tu reprends un boulot. Au pire, enfin, c'est pas grave, tu vois. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on est très formaté. Il y a la peur entre guillemets, de l'échec. Donc, du coup, comme on est très formaté, on nous explique que la vie, c'est quoi? C'est d'avoir des diplômes, d'avoir un bon travail, d'avoir une maison, d'avoir. Enfin, on nous explique en fait, voilà, c'est ça. C'est ça, une vie normale, c'est ça. Enfin, en tout cas, une réussite, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres aspirations, qui ont d'autres rêves, mais comme ce n'est pas le chemin normal, et bien du coup, n'osent pas, tout simplement, parce qu'il y a cette peur de pas réussir, cette peur d'être en échec. Et moi, s'il y a quelque chose que j'ai intériorisé, et je pense que si ça fait 7 ans que ça dure avec Inalène, c'est parce que tout ne marche pas comme tu veux. Quand tu entreprends, il y a toujours des trucs qui te tombent dessus, qui sont pas ce que tu veux. Mais en fait, tu comprends que c'est un apprentissage. Quand tu acceptes que l'entrepreneuriat est un apprentissage permanent, tu vois les choses différemment. Après, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour... voilà, parce qu'il faut pouvoir supporter le rythme, la pression, ce que ça supporte, l'incertitude aussi. Parce que voilà, même avec une activité... Tu vois, là, il y a eu 1 an de Covid, enfin plus d'1 an de Covid maintenant. Je pense que tous les entrepreneurs qui sont passés par cette période-là, à un moment donné, tu te poses cette question de te dire... Mais comme, si tu veux, on est habitué. C'est-à-dire que quand tu entreprends, tu sais que tu n'es jamais sûr du lendemain. Mais finalement, les salariés qui ont été confrontés à ce contexte-là ont pour la première fois vécu ce côté incertitude, si tu veux. Et tu te rends compte que quand tu es dans cette incertitude,
et ben, tu apprends à gérer avec. Tu apprends en fait. Tu apprends et c'est comme ça que tu progresses. Voilà, jour après jour. Ouais, exactement. Mais comment est-ce que tu arrives à gérer cette crise, toi, au jour d'aujourd'hui, avec la vente de tes sacs? Je sais, c'est en ligne particulièrement, c'est Ouais, ça, hein? alors aujourd'hui, alors moi je travaillais avec des boutiques, pas mal de boutiques, donc j'ai beaucoup de boutiques qui ont Ouais, fermé, qui ont réduit les stocks, enfin bref, c'est ça, cette partie-là a été plutôt compliquée. Après, on va pas se mentir, en plein Covid, si tu veux vendre des sacs à main, c'est beaucoup c'est pas plus l'idéal. compliqué. Voilà, c'est Mm. pas l'idéal. Mais ceci dit, j'ai quand même la chance d'avoir une communauté qui est hyper active, hein, hyper solidaire. Donc j'ai des clientes voilà, qui connaissent la marque depuis 7 ans, qui se font plaisir, qui ont soutenu. Moi, j'ai fonctionné avec de la précommande sur certains produits aussi, ce qui fait que si tu veux, je m'en sors bien. Je suis pas inquiète par rapport à ça. Ça oblige simplement à se poser des questions sur comment tu fais demain si cette situation-là, du coup, qui devait durer que quelques mois, effectivement, a duré un an. Qu'est-ce que tu mets en place? Voilà. Donc moi, par exemple, j'étais censée l'année dernière sortir des bijoux, bref, avec le Niger, des nouveautés. Ça a impacté les sorties des nouveautés, mais du coup, c'est OK, tu fais une communication qui est plus orientée en mode précommande, tu prends moins de risques sur les stocks, par exemple, tu vois. Donc, tu engages plus la communauté, tu communiques plus. Je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui a ralenti beaucoup d'entrepreneurs, mais en même temps, c'est aussi une réflexion sur, OK, qu'est-ce que tu produis, comment tu continues à le faire produire. Et tu vois, moi, par exemple, l'année dernière, à peu près à la même période, j'ai lancé une production avec les ateliers au Niger de bijoux. Je fais des broches en bronze. Et en fait, c'est avec ma communauté qu'on a lancé la production ensemble. Je leur ai dit, OK, aujourd'hui, la production de ces bijoux-là que vous aimez beaucoup, elle est en danger parce que les ateliers, voilà, moi, je pensais en lancer, mais c'est plus possible avec le contexte actuel. Est-ce que vous êtes prête à financer une partie de la production? On fait des précommandes et on lance une production avec l'atelier. Mais tu prends des risques, hein? C'est Comment? vraiment prendre des risques, hein? Mais tu prends des risques, mais c'est des risques mesurés, mais c'est quand Là, même des c'est risques. mesuré parce que tu as une communauté qui est avec toi, qui est derrière toi, qui aime tes produits et qui est prête finalement à se faire plaisir. Parce que du coup, quand tu fonctionnes sur de la précommande, forcément, le produit, tu le proposes à un prix qui est préférentiel pour les personnes qui précommandent. Et en même temps, c'est assez intéressant parce que j'étais pas toute seule à prendre, entre guillemets, ce risque et qu'on faisait vraiment une production ensemble, ma communauté et moi, les personnes qui aiment la marque, qui aiment Inaden, qui connaissent. Et on faisait cette production ensemble avec les artisans au Niger. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... tu vois, qui n'était pas forcément un mode économique auquel j'avais pensé, un modèle économique. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, si je dois relancer des productions, peut-être que c'est quelque chose que je referai parce que je trouve que c'est intelligent aussi, tu vois. On parle de mode éthique, on parle de slow fashion. Quand tu travailles avec des boutiques, etc., tu passes ton temps à créer des collections. Mais finalement, est-ce que on rentre pas dans justement, avec la crise actuelle, est-ce qu'on rentre pas dans un système où on est dans de la co-création, si tu veux, de la coproduction, c'est-à-dire que les gens qui aiment ta marque, les gens qui aiment tes produits, tu les fais participer, tu les engages sur la production. Et finalement, tu vois, c'est gagnant-gagnant. Donc, on va dire que depuis un an, la situation n'est pas simple pour beaucoup de marques indépendantes. Mais je pense que c'est l'occasion de tester des nouvelles choses, de communiquer aussi auprès de la communauté, d'expliquer où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui fonctionne plus. Voilà. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de situation idéale. Et tout ce que les entrepreneurs peuvent faire, mais que ce soit moi, créatrice d'une marque, ou même un graphiste, ou quelqu'un qui... Enfin, tu vois, à partir du moment où tu es à ton compte, tu as la situation, c'est de trouver des solutions pour continuer d'avancer. Donc, tu passes ton temps à avancer et c'est comme ça. Voilà. J'adore. Ici, il y a une question de Amon Ré qui demande: t'as obtenu des brevets sur la marque? Non, la marque est déposée, elle est protégée. Après, je n'ai pas fait breveter de modèle ou autre. Alors, on ne va pas rentrer dans des points juridiques, mais aujourd'hui, concrètement, quand tu es une marque, ça vaut le coup de breveter lorsque tu as vraiment une innovation technologique. Sinon, tu peux déposer des modèles, c'est encore autre chose. Mais oui, la marque, elle est déposée, elle est protégée depuis 7 ans. Ouais.
C'est Oui. ça. Et franchement, ça a dû être vraiment long, tout ce processus avant de se mettre en place, parce que c'est pas du jour au lendemain. Ouais, même si ça a pris, mais c'est pas du jour au lendemain que tu vivais avec l'argent de ça. Non, oui, bien sûr. En fait, pour créer un business qui soit rentable, ça prend un peu de temps. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir pu rapidement avoir des commandes, rapidement Ouais, avoir des revendeurs. Donc, la marque, si tu veux, elle a quand même grandi. Voilà, moi, je vis c'est de la marque dingue, hein? depuis plusieurs années maintenant. Je suis à 100% hein, sur ma marque. Donc, voilà. Mais si tu veux, quand tu te lances pendant les premières années, j'ai eu la rupture conventionnelle. Donc, si tu veux, j'avais pas à m'inquiéter. C'était pas ma Ouais, priorité, c'était pas les revenus, c'était de stabiliser ma production, de trouver mes j'adore, clients, toute la partie j'adore. commerciale. Donc, Mhm. donc voilà, mais tu as des business qui, comme ça, au bout de 6 mois, peuvent être Ça déclenche. rentables. Moi, ça n'a pas Mhm. été mon cas. Il a fallu quand même que je construise quelque chose sur un an et demi, si tu veux. Mais bon, voilà, après, une fois que tu as mis des choses en place, euh, tu vois, ça roule. Roule tout seul. Voilà, tout seul, non. Mhm. J'aimerais bien, Déborah, j'aimerais bien. Mais non, ça demande quand même du travail, Bah oui, c'est beaucoup d'investissement. Mais si tu veux, c'est quand ça. tu fais des choses par passion, je pense que à partir du moment où tu fais des choses par passion, tu trouves toujours la ressource. Voilà. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Des fois, tout va bien, des fois, c'est plus compliqué. Le tout, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, même dans les moments difficiles, finalement, tu arrives à te dire, OK, tu te recentres sur ce qui est important et tu peux trouver la motivation de continuer. Voilà. Mhm. Waouh, j'adore, j'aime trop. Alors ici, on va parler un peu des coûts. Est-ce que ça t'a énormément coûté le fait d'investir en Afrique, de fabriquer en Afrique, ça t'a coûté énormément ou pas? Alors là, ta question, enfin, en termes de coûts, c'est, tu vois, quand tu montes une entreprise, tu as plein de coûts différents. Ouais. Donc, je sais Je veux pas dire, dans de le quel pays. coût. Allez, sur le coût pays fabrication, production au Le coût pays. de production. Alors, On c'est y assez compris. étonnant, c'est assez drôle parce que si tu veux, les gens imaginent toujours que quand tu fabriques en Afrique, c'est pas cher. Et on pourrait penser que c'est pas cher. Et c'est vrai que, bien sûr, tu peux pas comparer du Made in France avec du Made in Africa, enfin, quel que soit le pays, où il y a forcément une différence. Mais le truc, c'est ce que je t'expliquais au début, c'est qu'en Afrique, quand tu fais fabriquer en Afrique, il y a un autre coût qui est un coût caché auquel les gens ne pensent pas souvent, c'est ce Mhm. temps que tu passes sur la problématique de qualité. C'est-à-dire que tu peux avoir un coup de retard, c'est-à-dire que quand tu dois livrer ta livraison doit être livrée là dans 3 semaines et que finalement ça met 6 semaines, le temps, c'est de l'argent en fait. Donc tu Ouais. dois mettre de l'énergie, tu dois mettre ça, c'est un coût, c'est quelque chose, si tu as pris des engagements, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Et quand toi tu dois passer 8 semaines sur place, tu dois te loger, tu dois te nourrir, tu dois avoir un véhicule pour te Ouais. transporter, pour aller à Ok. l'atelier. Donc, c'est des coûts Mhm. supplémentaires. Quand tu as aussi sur une production des produits qui ne sont pas de qualité, ils sont pour toi aussi. Parce que, en fait, toi, ça arrive déjà en France. Donc, une fois que tu ouvres tes colis en France, quand ce n'est pas de la qualité, c'est tant pis pour toi. En fait, tu as perdu. Donc, effectivement, globalement, produire en Afrique, ça coûte moins cher que de produire en France. Mais pour pouvoir être rentable et pour pouvoir dégager une marge, ça demande de mettre en place des moyens. Il faut avoir quelqu'un là-bas qui suit ta qualité. Si c'est pas toi, Ouais. il faut que toi Mhm. tu y sois. Enfin, tu vois. Donc il y a en tout cas un investissement qui doit être fait. Après moi, concrètement, quand j'ai monté mes premières productions, tu avais quand même tes billets d'avion, t'as quand même une logistique, tu vois, qui te coûte de l'argent. Tu peux pas créer ta marque. Tu peux pas créer une marque en Afrique avec 0 euros, tu vois, Bah, c'est pas possible. totalement. Imaginer ça, c'est pas possible parce que tu as quand même des coûts afférents. Ceci dit, je pense que tu as cette opportunité et si tu as des afro-descendants qui ont envie de travailler des ateliers, je pense que c'est une opportunité parce que tu peux créer là-bas quelque chose avec un budget moindre que si tu le fais en Europe, tout simplement. Après, il faut pas se mentir et il faut faire attention à ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Moi, je connais C'est des ça. créatrices qui veulent faire fabriquer au Sénégal, au Mali, au Cameroun. Tu te dis, OK, j'ai un atelier, je vais faire fabriquer. OK. Mais si tu n'as personne pour suivre ta qualité, tu vas payer un travail qui ne va pas être vendable. Donc, en fait, c'est des coûts qui sont cachés. Le coût de la non-qualité, si tu veux, c'est un coût auquel personne ne pense, mais Mhm. ça peut tuer ta marque avant même de l'avoir lancée. C'est-à-dire que toi, tu as des protos, tu as imaginé une collection, tu donnes, voilà, tu Une imagines quelque chose de image. beau, de grandiose, etc.
Et tout d'un coup, tu as ton atelier qui t'envoie des produits qui n'ont rien à voir avec ce que tu as demandé. Tu as que tes yeux pour pleurer, tu vois. Donc, Ah oui, ok, ah oui. ta production, entre guillemets, t'a coûté moins cher que fabriquer en Europe, mais tu ne peux rien faire de cette production. Donc ça ne sert à rien. Donc, Ouais. en fait, clairement, Fab, je pense que pour ceux qui ont envie de se lancer en Afrique et qui se disent, ok, j'ai cette ambition de créer une marque avec l'Afrique et tout, il y a une opportunité parce qu'avec un budget moindre qu'en Europe, tu peux créer quelque chose, tu peux travailler avec des petits ateliers, tu peux faire des petites séries, mais il faut tenir compte du billet d'avion si tu dois y aller, il faut tenir compte de la non-qualité si tu n'en as pas, enfin, il faut tenir compte de ces choses-là Ouais. pour se dire, ok, pour structurer, en fait, il y a un temps de structuration. Alors que quand tu travailles avec l'Europe, vous avez déjà le même niveau de compréhension, la même culture, tu vois, tu sais ce qui est qualité pour toi, ça va être la qualité pour l'italien, tu vois. Vous allez vous comprendre. Vous allez vous comprendre. Et puis, ça va arriver vite. Et puis, enfin, bref, tu n'as pas les pannes d'électricité, tu n'as pas les aléas, les problèmes de transport que tu connais. Voilà. Tu vois, tu n'as pas le Inch'Allah toutes les 5 minutes où on t'explique que tu ne sais pas vraiment quand est-ce que ça va être Mais et la livré. langue, comment tu as fait? Tu parles la langue aussi ou pas? Tu parles anglais avec eux? Tu parles Moi, j'ai quelle appris langue? un peu l'amérique en étant sur place, mais un tout petit peu parce qu'il faut quand même communiquer. Après, l'anglais, pour celles qui parlent l'anglais. Au niveau du management, souvent, ça parle quand même anglais. Et au niveau des ateliers, vraiment les petites mains, du coup, là, c'est soit un peu l'anglais, soit du coup, c'est moi qui parle l'amérique. Et après, c'est beaucoup du langage des mains. Enfin, tu vois, une fois que tu es là, voilà. Mais c'est chaud, ça, langage des mains pour parler des prototypes. Mais bon, après, c'est dessiné quand même, les prototypes. Mais tu es quand même... Moi, tu es vraiment pour moi une personne qui s'est lancée dans un challenge que je comprends pas. Mais oui. C'est très bien. Mais mais je suis d'accord avec toi, hein, tu sais, avec le recul. mais c'est bien, ça réussit parce que on doit sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que j'aime chez toi. Tu es sorti de ta zone de confort, tu es dans un pays tu connais même pas la langue, mais je veux travailler avec vous, je veux contribuer avec vous, mais c'est magique. Oui, alors c'est vrai que tu sais, quand on me le dit comme ça, et même moi avec le recul, hein, je pense que j'ai fait des choses où j'aurais pu faire des choses plus simples. Tu vois, ça aurait pu être beaucoup plus simple. J'ai choisi cette voie-là. Après, j'ai aussi mon côté têtu, si tu veux. Puis comme je te dis, en fait, j'ai eu tout de suite des commandes très rapidement. Donc, en fait, j'ai dû très vite enquiller en fait sur la suite de la marque. Je me suis pas posée à un moment donné en me disant peut-être que si j'avais pas eu des commandes tout de suite, s'il y avait des choses qui n'avaient pas fonctionné, peut-être que je serais pas restée en Éthiopie, peut-être que j'aurais fait... Bon, il s'avère que ça a fonctionné, j'ai eu des commandes. Donc, en fait, après, c'était de production en nouveauté, prospection. Donc, tu rentres un peu dans un cycle, si tu veux. Et c'est vrai qu'avec le recul, et en tout cas, moi, les personnes que j'accompagne, ce que je leur conseille, c'est vraiment finalement de chercher des choses simples. Et c'est vrai qu'avec le recul, je suis pas du tout partie sur quelque chose de simple. Hein. Tu pars dans un pays où tu connais pas la langue, effectivement. Tu pars sur un produit. Les mentalités sont différentes. Non, aussi, mais voilà, je suis complètement d'accord. Mais c'est ce qui m'a sauvée. C'est mon côté idéaliste, tu vois, je pense, parce que justement, j'avais tellement ce côté. En fait, j'avais tellement ce projet qui, pour moi, avait du sens. Eh bien, j'ai fait un peu fi de tous les obstacles qui avaient l'air de se dresser et je les ai pas trop regardés. Mais aujourd'hui, avec le recul, je suis d'accord avec ton analyse je comprends la question, tu vois, de se dire, mais quand même, t'as pris une voie difficile et je suis assez d'accord, oui. Mais c'est bien, mais waouh! Oui, je te tire le chapeau en tout cas. Je te remercie de moi. Oui, parce que je pense pas que moi j'aurais pu faire ça. Partir dans un pays où je comprends pas la langue, j'ai confiance en personne, je sais même pas si, mais c'est bien, bien, bravo. En tout cas, ici il y a une question dans les commentaires. Dans les commentaires, sorry. Les ateliers, tu les as trouvés comment en Afrique? Elle a déjà dit, mais elle va encore te le répéter. Oui, en fait, en prospectant directement, je me suis déplacée. Je pense, et ça, c'est un conseil que je donne à tous les créateurs qui se lancent ou qui veulent. Alors, tu peux faire une première approche, je dirais, par mail. Tu peux faire les annuaires professionnels. Aujourd'hui, dans tous les pays, tu as des annuaires professionnels. Tu peux trouver des coopératives, tu peux trouver des ateliers, etc. Mais il y a un moment donné... Internet ou comment? Ouais, sur Internet. Oui, aujourd'hui, dans tous les pays, tu as des annuaires professionnels où tu peux trouver des contacts. Ils sont tous organisés assis. Enfin, aujourd'hui, quand on parle d'industrie, comme je te disais, l'Éthiopie,
c'est un pays qui est industrialisé pour la maroquinerie. Donc, ils sont structurés, si tu veux. Donc, forcément, quand tu fais des recherches, tu peux trouver des noms sur Internet. Hein, tu as ces informations-là. Bon, après, tu vas les contacter. Disons que voilà, tu vas envoyer un mail, tu sais pas quand est-ce qu'on va te répondre. Bon, voilà, c'est un peu le choc des cultures. C'est pour ça que vraiment, le plus simple, en tout cas, ce que je recommande, c'est de se déplacer. Tu vois, à un moment donné, quand tu as enclenché une discussion avec un atelier, le plus simple, si tu as la possibilité, c'est de te déplacer. C'est le plus dur parce que je pense que c'est là, ça demande de l'argent, il faut te déplacer, du temps, voilà. Donc, et c'est là où, si tu veux, je pense que ça place tout de suite une barrière avec les personnes qui vont pouvoir passer le cap d'aller voilà, fabriquer en Afrique, ou celles qui vont pas pouvoir. Typiquement, les personnes en général qui fabriquent en Afrique, c'est des personnes qui fabriquent dans leur pays d'origine, où elles ont de la famille, voilà, elles ont des ateliers, voilà. Mais même ça, c'est pas toujours simple parce que, voilà, moi, je connais des cas de personnes qui ont de la famille, qui ont des ateliers, etc. Et ça marche pas parce que justement, même avec la famille, si tu veux, la famille, si elle n'est pas engagée, s'il y a personne qui comprend que c'est un projet sérieux et que tu investis, c'est-à-dire que toi, tu prends un risque, bah, tu vas te retrouver avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux que toi sur ce projet. Donc, ça pose des problèmes. Mais ok, moi ici, ce que je me demande encore, comment est-ce que tu as réussi à faire les négociations? Parce que je suppose tu n'es pas du tout commercial. Tu n'étais pas commercial. Comment Non, tu as je n'étais réussi pas à commercial, j'étais pas commercial, mais tu sais, en fait, quand tu montes ton... Alors, il y a deux choses. Déjà, quand tu montes ton entreprise, tu deviens commercial, tu apprends à être commercial. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu vois, et tu sais qu'il faut que tu... En fait, tu sais que tu veux un produit qui se vende à tel prix, tu sais que tu as des coûts, donc en fait, tu connais à peu près le prix d'achat auquel tu peux l'acheter. Ouais. Voilà, donc ça, déjà... Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu montes un business, tu as cette vision-là. Après, moi, je travaille avec des ateliers qui sont indépendants. Je ne suis pas H&M, Zara, etc. Donc, moi, je n'ai pas de pouvoir de négociation dans le sens où je ne vais pas arriver et dire je prends 50 000 unités à tel prix. Ça n'a pas de sens. Par contre, je travaille avec des ateliers qui sont indépendants, qui sont économiquement indépendants, c'est-à-dire qu'ils existaient avant moi et qui existeront sûrement après la marque. Hein, je veux dire, qui n'ont pas... Ils ne sont pas économiquement dépendants de mon business. Et donc, du coup, eh bien, en fait, ils font le prototype et ils me disent, voilà, nous, avec les coûts, notre profit et tout, c'est ce prix-là qu'on peut le fabriquer. Donc, soit ça rentre dans mon budget et je me dis, bah, ok, c'est jouable, soit ça rentre pas et on retravaille le prototype. Peut-être qu'on peut l'alléger, on peut le simplifier, on peut faire des choses. Soit je dis, bah non, c'est pas possible et puis, bah, c'est pas grave, on produira autre chose. Mais on est dans une logique où on est vraiment... de discussion, si tu veux. En fait, la négociation dure où tu imposes un prix, c'est pas possible quand t'es pas... Enfin, je fais pas... Enfin, si tu veux, voilà, je fais pas 50 000 unités de production et je pars du principe que les ateliers sont les plus à même de me donner leur prix de vente, en fait, hein, leur prix d'achat. Donc, si tu es dans une logique d'équité, puisque le but, c'est de créer de l'activité, de la valeur là-bas, le but, c'est que tout le monde soit gagnant-gagnant. Donc voilà, moi, il m'annonce un prix. Alors le truc, c'est ça, c'est qu'après, c'est toujours un peu un jeu, parce que les ateliers, quand tu arrives dans des pays comme ça, voilà, en développement, toi, tu viens, tu es de l'étranger, forcément, tu es riche, forcément, enfin, il y a tout aussi, eux aussi, ils ont plein de, je dirais, plein de préjugés par rapport à toi qui viens entreprendre chez eux. C'est ça. Donc, c'est un peu un jeu, mais si tu veux, au bout de l'année, oh là, j'ai un problème de batterie, Déborah. Je pense que j'ai une batterie qui va pas trop tenir. J'ai encore quelques pourcentages, mais il faudra faire attention. En tout cas, oui, ça va aller. Mais oui, il reste plus longtemps. non, mais voilà. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que après, tu connais les coûts. Tu vois, moi, après, voilà, tu connais, tu commences à savoir, donc tu peux discuter. Après, l'idée, c'est que ce soit gagnant pour les ateliers. On n'est pas là pour faire de la négociation dure, tu vois. Voilà, c'est pas le but, quoi. Ouais. Alors, ici, j'ai une question aussi d'un garçon qui dit « Salut les grandes sœurs, je viens malheureusement de vous rejoindre et j'aimerais savoir comment un jeune peut se lancer dans la création de marques en France, sachant qu'il vit en Afrique. » Je ne sais pas si ça, tu as la réponse. Bah là, en fait, si tu vis en Afrique et tu veux créer une marque en France, non, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris la question, donc Donc, en gros, il est en Afrique, mais il veut créer sa marque en France. Il fait l'inverse de ce que tu veux faire, ce que tu fais au fait. D'accord, mais donc il veut faire du Made in France et il veut le vendre en Afrique? C'est ça. Non. Il veut faire du Made in France. Donc, il veut créer sa marque ici. Il veut créer sa marque en Europe.
et il veut la vendre où? Alors, bonne question. Monsieur Vils, vous voulez le vendre où? Non, le live ne sera pas supprimé, Monsieur Vils Origan, ne vous inquiétez pas. Vous voulez le vendre où? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Donc, j'aimerais savoir comment un jeune peut se lancer dans la création de marques en France, sachant qu'il vient de l'Afrique. D'accord, ok. Ou alors, il vient Là, de l'Afrique. j'avoue que c'est après créer une marque, c'est toujours. En fait, avant de créer une marque, il faut savoir le produit, il faut connaître ta cible. On est dans une réflexion qui est un peu plus Oui. large que ça, en fait. C'est pas. Là, comme ça, répondre en 5 minutes, c'est un peu compliqué. Après, ceci dit, moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Mark Mastery, une chaîne YouTube. Donc, il y a beaucoup d'informations sur la création d'une marque. Donc, si ça l'intéresse, il pourra aller voir, oui. Tu pourras le mettre en commentaire. Est-ce que tu pourras justement un peu nous parler un petit peu de cette page, ce que tu fais dessus? Oui, alors très rapidement. Et où on peut te trouver? Oui, alors du coup, très rapidement, moi, ça fait 7 ans donc, que j'ai lancé cette marque et j'ai croisé sur mon chemin énormément de créateurs, de créatrices qui ont envie de créer leur marque mais qui ne savent pas spécialement comment faire. Donc, j'ai créé cette chaîne, c'est une chaîne YouTube où je fais des vidéos où justement, je donne des conseils, je partage mon expérience en tant que créatrice d'entreprise, créatrice de marque, parce qu'en fait, quand tu crées une marque, tu crées un business surtout. Donc, il y a une partie mindset, tu vois, c'est quoi un mindset d'entrepreneur en termes d'objectifs, en termes de productivité, en termes de motivation. Et tu as aussi tout l'aspect pratique, déposer une marque à l'INPI, trouver sa cible, créer ses produits, quand tu n'es pas styliste, ce genre de choses. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube Mark Mastery. J'ai écrit un livre aussi là-dessus où je donne beaucoup de conseils pratiques. Et récemment, j'ai lancé du coaching de groupe. Et là, du coup, je suis vraiment dans l'accompagnement de personnes. J'ai des personnes qui partent de zéro, si tu veux, et qui sont en train de créer leur marque. Mais si tu veux, pour répondre, par exemple, par rapport à la question qui a été posée, créer une marque, ça veut tout et rien dire comme ça, si tu veux. C'est d'abord qui est ta cible, c'est quoi ton produit, c'est quoi l'histoire que tu racontes avec tes produits. Storytelling. Exactement, le storytelling, tu as énormément de choses que tu dois travailler, ton branding et tout. Donc, répondre à une question comme ça, c'est voilà comment je fais pour créer une marque. Il y a beaucoup d'étapes à passer et c'est ça que je partage moi dans mes vidéos. Donc, soit sur ma page Mark Mastery sur Instagram, sur la chaîne YouTube Mark Mastery, il y a énormément de contenu. Après, je te dis, je fais du coaching, j'accompagne là des personnes qui vraiment partent de zéro et créent des produits. Tu vois, on est en plein prototypage, en réflexion sur la stratégie même de vente. Tu vois, ok, tu as un produit, tu as une cible, comment tu fais pour toucher tes clients? Alors aujourd'hui, on a Internet, on a énormément de réseaux sociaux. Il y a énormément de stratégies que tu peux mettre en place, que ce soit du référencement naturel, de l'inbound marketing. Enfin, il y a énormément de choses que tu peux faire, du marketing d'influence. Mais du coup, voilà, c'est quoi les actions que tu mets? Qu'est-ce qui est le plus adapté à ton business? Qu'est-ce qui est dans tes moyens? Parce que pareil, quand on se lance, en général, on a un peu d'investissement. Mais on prend le risque d'investir dans sa boîte. Donc, tout ça, c'est des choses qui demandent quand même un peu de réflexion, un peu de recul. Et c'est ce que je propose, moi, dans mes coachings, dans mon accompagnement. Parce que je suis passée par là. Et je sais ce que c'est, en fait, de ne pas savoir, tu vois, de se poser des questions, de se dire, OK, je produis quoi? Je produis combien? À qui je revends? Comment je fixe mes prix? Tu vois, toutes ces questions-là. Et quand tu es tout seul face à toi-même, c'est pas forcément simple d'y répondre. Voilà, donc avoir quelqu'un qui est passé par là, à qui tu peux poser tes questions, ça peut aider. Voilà, Déborah. Magnifique. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu t'occupes du personal branding? Peut-être que les gens, ils ont peut-être envie de savoir. Tu m'as dit quoi, Déborah? Est-ce que tu t'occupes du personal branding aussi déjà? Non, alors moi, je fais pas du personnel. Je suis vraiment sur le branding de marque, le business de marque. C'est vraiment quelque chose... ouais. Le personal branding, c'est hyper intéressant. Tu peux en faire à titre personnel. Moi, j'en fais un petit peu, tu vois, dans le cadre de ma chaîne YouTube, etc. Mais c'est encore une autre activité. C'est vraiment je pense, hein, c'est plus lorsque tu vends du service, de prestation de service, que là, ça t'intéresse. Enfin, là, ça a un fruit. Enfin, ça porte ses fruits. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est le branding de marque, le positionnement. Ouais, ça, c'est vraiment. Marque au sens produit. Ouais, ça m'intéresse. Magnifique. Ici, il y a une dernière question, mais question personnelle. Tu es libre de répondre. Tu fais comme tu veux. Tu as eu des expériences amoureuses en Éthiopie au moins, sinon s'installer comme ça?
J'ai pas très bien compris. D'accord, ok. Non, alors moi, du coup, j'ai un compagnon ici, donc j'ai ma fille ici. Elle avait dit au c'est début. Hein. Comment? Oui, Tu l'avais oui, dit non. au début. Non, mais enfin, je veux dire, après, on peut monter son entreprise et on peut rencontrer des gens super. Moi, l'Éthiopie, c'est un pays que j'aime beaucoup, C'est enfin, ça. voilà, que vraiment j'ai découvert. Et en fait, même travailler avec l'Afrique depuis 7 ans, j'ai eu des moments où je me suis posé la question de pourquoi ne pas m'installer là-bas, pourquoi pas. Bon, aujourd'hui, ma C'est plus vie, elle simple. est ici, je ne suis pas fermée. Je pense qu'il y a des opportunités partout à saisir. Donc, au fil de l'eau, il faut les prendre. J'adore. Voilà. J'adore. Alors, on arrive vraiment vers la fin. Je vais te demander quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut faire du made in Africa? Ouais. Alors le conseil, Aujourd'hui. je pense que j'en ai parlé, j'en ai donné plusieurs là Pas mal. pendant notre échange. Mais Ok. le conseil sur le Made in Africa, c'est surtout de se dire, je connais les ateliers avec lesquels je vais travailler et de passer du temps là-bas. En fait, Ah, tu c'est peux pas ça. travailler avec l'Afrique si tu n'y Pas vas pas. En fait, sûr. travailler à distance, oui, voilà. Alors, soit tu y vas, soit tu trouves quelqu'un qui peut te représenter, mais tu ne peux pas faire du travail à distance avec l'Afrique. Confiance. Ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche Quelqu'un pas. de confiance. On Ouais, précise bien. voilà, quelqu'un de confiance, il faut investir du temps, il faut avoir conscience que ça ne se fait pas, c'est beaucoup Du moins jour au lendemain. simple que de travailler avec des pays qui ont une culture identique à la nôtre, parce qu'encore une fois, la culture occidentale n'est pas la même que la culture africaine, les cultures Exactement. africaines dans le sens où ils n'ont pas les mêmes priorités, si tu veux, leur urgence ou leurs conditions de vie, enfin tu vois, les pannes d'électricité à répétition dans la journée, nous on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai vécu ça. Je suis allée dans des ateliers où, si tu veux, quand on t'explique qu'il n'y a pas d'électricité pendant 3 heures, bah, ta production n'avance pas pendant 3 heures. Voilà. Mais ici, si tu veux, ça nous paraît inconcevable. Et quand on t'explique, tu dis, bah alors, vous en êtes où? Et qu'on te dit, ben non, mais on a eu plein de pannes d'électricité, tu as presque même tendance à te dire, c'est pas vrai, en fait. C'est pas possible. T'es en train de si, m'étonner là. mais voilà, mais c'est leur réalité, en fait. Ils vivent dans une autre réalité, avec d'autres priorités. Et donc, si tu n'as pas conscience de ça, si tu veux entreprendre avec l'Afrique, et que tu n'as pas cette conscience de ça, que tu n'as pas cette lecture-là, bah, tu risques de te désespérer. Donc, le mieux, c'est de passer du temps là-bas, c'est de connaître et de comprendre qu'il y a un décalage et de l'accepter. Il faut en tenir compte dans ton business. Oui, voilà. C'est important de bien préciser, de l'accepter. On pense qu'on l'accepte, mais on ne l'accepte pas. Des Merci fois, beaucoup. oui. C'est ça. Ici, il est marqué, il faut travailler aussi avec des gens qui ont la même vision, sinon ça ne passe pas. Merci beaucoup. Tout à fait. Ah bah oui, complètement. Il faut des gens qui soient engagés, qui comprennent l'intérêt de bosser avec toi, ce que ça peut leur apporter. Et encore une fois, si tu es dans une vision gagnant-gagnant, ça peut fonctionner. Voilà. Mais du coup, c'est des choses qui se construisent dans la durée. Et travailler avec l'Afrique, c'est un marathon, en fait. Mais oui, voilà. Marathon, on le fait bien. C'est un marathon. Sur le long terme. En tout cas, moi, j'ai aimé ce live. Je ne sais pas si vous avez aimé. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces en l'air. On a envie de savoir si ça vous a pris. Si ça vous a plu. 1, 2, 3, ça va aller. Et on va te demander le mot de la fin, comme à tout le monde, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, j'aurais envie de dire aux personnes, surtout dans le contexte actuel, c'est de suivre sa vision, de suivre ses rêves et de se dire, OK, même si c'est un chemin qui peut être différent, de tenter le coup parce que ça vaut le coup de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, ses rêves et de pas avoir peur en fait. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment Make ça some que je dirais. noise. Voilà. Oui, voilà, il faut y aller, il faut se lancer. Et je pense qu'on n'a qu'une vie. Donc, le mot de la fin, ce serait ça, c'est on n'a qu'une vie. Il faut, si tu as des rêves, si tu as des objectifs, si tu as envie de tester, bah, vas-y, fonce. Et puis, au pire, tu apprendras plein de choses sur ton chemin. Et c'est ça la vie, en fait. Donc voilà, ce serait ça mon mot de la fin. Waouh! J'adore les mots de la fin, pareil. C'est vraiment quelque chose qui stimule. Mais ça stimule, ça donne envie. Tu dis lundi, je commence direct à attaquer mon objectif et on fonce, on n'en parle plus. Ouais. Waouh! C'est ça. En tout cas, un grand merci à toi. Je pense que beaucoup de personnes sont en train de mettre des cœurs. Je pense que tu le vois. Moi, j'adore les cœurs, ils savent bien. Je
te remercie, Déborah, pour l'invitation. Je suis très contente. Tu es pétillante, tu es très jolie, très magnifique. Enfin voilà, c'était vraiment un plaisir d'être interviewée par toi. Et j'espère, oui, que cet échange trouvera écho chez les personnes, que le message de fond, il est là. Et j'aurai vraiment plaisir à échanger avec les personnes qui auront envie de poser des questions sous l'IGTV, etc. Je répondrai, donc il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Merci beaucoup. N'hésitez vraiment pas à poser-lui des questions. Elle est là pour ça, elle est là, elle a sa page. Donc, n'hésitez vraiment pas, les gars. N'hésitez pas. Une marque, c'est aujourd'hui et pas demain. Cool. Aujourd'hui et pas demain. En tout cas, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dimanche pour une autre ou un autre. Je ne sais pas encore, mais à dimanche. Merci, Déborah. À Des très bisous. bientôt. Belle soirée à toi et belle semaine. Merci tout le monde. Merci à toi aussi. Au revoir. Oui. Au revoir.